Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours on aborde dans cette émission les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à la feuille de route du nouveau préfet de police de Paris, Patrice Faure, un fidèle d'Emmanuel Macron. Il doit succéder à Laurent Nunez, unanimement salué pour son travail irréprochable. Maintenant, ministre de l'Intérieur, une ombre bien présente et autant de défis qui n'ont pas l'air d'inquiéter le nouveau préfet de police de Paris qui a un plan de bataille bien défini. Sécurisation des halles, hausse des interpellations, lutte contre le trafic de drogue. Il est bien décidé à faire régner l'ordre dans la capitale. On en parle en plateau avec nos invités dans une minute. De la culture avec le nouveau spectacle toujours très intime de Mehdi Djahadi, Couleur framboise, ou comment faire face à l'infertilité pour combler son désir d'être père. C'est particulièrement émouvant. Ça sera tout à l'heure dans l'entretien culture de l'art de vivre avec la rencontre beauté à ne surtout pas louper. C'est signé Madame Figaro et c'est le grand retour de Feel Good les 14 et 15 novembre à l'Atelier Richelieu. On en parle avec Justine Fautry tout à l'heure. Quand Laurent Nunez a quitté la préfecture de police de Paris pour le ministère de l'Intérieur, il ne faisait aucun doute que la tâche serait ardue pour son successeur. Ardue par l'ampleur des défis à relever bien sûr, mais surtout par l'héritage quasi impeccable laissé par Laurent Nunez et qui avait du mal à couper le cordon, même pendant la cérémonie de passation. Je vous propose qu'on l'écoute, c'était le 27 octobre. Monsieur le préfet de police, cher Patrice, il va sans dire, je crois, que depuis la place Beauvau, je garderai un œil particulièrement attentif sur cette maison qui fut la mienne pendant ces 3 dernières années et même déjà entre 2012 et 2015 alors que j'y étais numéro 2. Sans doute cela fera de moi un ministre de l'Intérieur à la fois plus soucieux et plus exigeant à l'égard de la préfecture de police et à l'endroit de celui à qui je la confie. Justement, commençons cette discussion avec nos invités après les propos du maintenant ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Laurent Benarou, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, conseil du syndicat Alliance Police Nationale. Benjamin Cambouli, vous êtes porte-parole de Alternative Police CFDT. Et avec nous en visio, Pierre Martinet, ancien agent de la DGSE. Merci beaucoup à tous les trois d'être autour de cette table et avec nous en visio pour mieux comprendre finalement cette passation et ce nouveau préfet de police de Paris, Patrice Faure, ainsi que sa feuille de route. Laurent Nunez l'a affirmé, il sera un ministre de l'Intérieur plus exigeant et plus soucieux que d'autres à l'égard de la préfecture de police de Paris. Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est un engagement? Comment l'avez-vous pris? Il faut le prendre comme un engagement. Il faut le prendre comme un engagement de quelqu'un qui connaît en effet à la fois les réalités auxquelles on est confronté, les difficultés de la police. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être capable d'aller au-delà des déclarations d'intention pour donner les moyens de travailler, les moyens de fonctionner. La police nationale, elle est tout simplement en crise, à la fois en crise d'efficacité et de vocation. On n'a pas assez de gens sur la voie publique pour aller au bout de nos missions, on n'a pas assez de gens dans les enquêtes pour pouvoir s'en sortir avec nos dossiers, et puis en crise de vocation parce que ce métier ne fait absolument pas rêver aujourd'hui. Donc oui, il y a des engagements. Maintenant, ce qu'on attend, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir effectivement un budget pour une revalorisation et un recrutement massif pour notre métier ? Disons un mot rapide du bilan de Laurent Nunez à la tête de la préfecture de police de Paris. Je disais tout à l'heure qu'il avait un bilan quasi impeccable. Et c'est vrai qu'il est difficile de trouver des vraies zones d'ombre. Que ce soit à la préfecture de police de Paris ou au ministère de l'Intérieur, il faut reconnaître que depuis quelques années, on a eu affaire à des professionnels très compétents. Que ce soit Retailleau, Darmanin, le nouveau ministre. Ce sont des gens qui connaissent très bien la police et qui aiment la police. Je crois que le problème, il n'est pas là. Ils sont très attachés, hein, on le voit, il y a beaucoup d'émotions derrière ce message, évidemment. Ils sont très attachés, ils aiment profondément les fonctionnaires de police, la police, et je pense que ça a été ressenti par tous les syndicats de police qui ont travaillé avec eux. Après, le problème, il n'est pas tellement là, moi, je trouve. Cette feuille de route et cette passation de témoins comme ça, avec une forme de pression, si vous voulez, je me dis, le pauvre nouveau préfet... On pense tous ça, je crois. Hein. Oui, parce que d'abord, c'est vrai qu'il ne pourra pas jouir du prestige qu'avait Nunez dans cette institution, qui est quand même une maison très particulière. Hein. On n'y rentre pas comme ça. Elle a ses codes, elle a ses règles. Moi, je la connais depuis que je suis né, puisque mon père y travaillait déjà quand j'étais enfant. C'est quand même très particulier. Donc, il faut faire sa place. Il faut faire sa place, il ne faut pas y aller avec ses gros sabots, mais surtout, il lui laisse une maison dans un pays qui est en feu. Bien sûr.
On va parler évidemment du contexte sécuritaire et des enjeux à relever. Un mot, Pierre Martinet, c'est un enjeu de succéder à quelqu'un comme Laurent Nunez. Est-ce que, par ce contexte particulier, Patrice Faure a intérêt à se placer dans la lignée de ce qu'avait déjà entamé l'ancien préfet de police, maintenant ministre de l'Intérieur? L'enjeu, c'est de relever les défis sécuritaires que nous avons aujourd'hui, et d'autant plus à Paris. Et Paris, je l'élargis à la Grande Couronne et aux départements limitrophes de Paris. Je pense à des départements qui sont très enclins à la comment dirais-je, aux voyous. On l'a vu récemment, on l'a vu aussi après les matchs de foot. C'est un défi qui va devoir relever. Alors il a une particularité, c'est qu'il vient de mon milieu à moi. C'est un ancien militaire. Il a un parcours qui est sur le papier parfait, parce qu'il est passé aussi... Ça va être une continuité dans le renseignement à la préfecture de police, parce qu'il a fait un passage à la DGSE, comme Laurent Nunez a commandé la DGSI, les renseignements intérieurs et les renseignements extérieurs, si vous voulez. Il amène aussi une patte renseignement, et c'est très important aujourd'hui, le renseignement en préventif. Là où je rejoins... la personne qui parlait de moyens, mais au-delà des moyens, il faut un autre état d'esprit, il faut notre volonté. Et la police seule n'y arrivera pas. C'est une affaire de justice, de police et de, comment dirais-je, et de citoyens français. On est aujourd'hui dans une fracturation de la prévention de la sécurité, et surtout de la lutte contre la sécurité. On n'y arrive pas parce que justement c'est trop fracturé. Une priorité politique. Vous vouliez revenir, je crois, rapidement sur le bilan de Laurent Nunez. Oui, juste sur l'aspect du maintien de l'ordre, parce que c'est vrai que son passage donc, en tant que préfet de police, ça a été marqué par énormément de crises sociales, encore tout récemment. Qu'est-ce que ça a mis en lumière? C'est que maintenant, on est obligé, notamment à Paris, quand on a des gros maintiens de l'ordre, des gros services de maintien de l'ordre, eh bien de remettre sur la table ce schéma JO qui est devenu permanent, c'est-à-dire que l'exceptionnel est devenu la norme. Mais ça nous montre, bon, déjà la difficulté de prendre en compte ces maintiens de l'ordre parisiens, mais aussi les lacunes en termes d'effectifs sur tout le territoire. Parce que qu'est-ce qui se passe avec nos CRS ? Étant donné qu'on n'a pas assez d'effectifs dans les commissariats, là où il y a des cités gangrénées par le stupéfiant, étant donné qu'il y a cette carence d'effectifs, on met des forces mobiles, on met des CRS, et au lieu de les laisser là seulement le temps d'un renfort local et ponctuel, on les pérennise parce que le manque d'effectifs est chronique. On fait la même chose aux frontières pour la lutte contre l'immigration clandestine, où les PAF, les polices aux frontières, n'ont pas les moyens d'aller au bout de leur mission si elles n'ont pas le renfort quotidien des forces mobiles. Donc on manque de moyens humains. On manque de moyens humains, mais surtout dès que vous avez besoin de tous ces gens sur les maintiens de l'ordre parisiens, alors vous faites des trous dans la raquette, partout où vous les prélevez. C'est ce qui avait été le cas notamment pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cet effectif global pour qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette. Pour combler les trous dans la raquette, mais il y en a besoin sur la voie publique, il y en a besoin avec les CRS, il y en a besoin en investigation. Parmi les priorités fixées par Laurent Nunez, l'insécurité évidemment, notamment contre l'hydre islamiste et la lutte contre l'entrisme. Est-ce que ça fait partie des évidences? Patrice Faure y aurait pensé de lui-même. Ça fait partie des évidences, mais si vous voulez, pour le fonctionnaire de police de base ou même d'un certain niveau, ça fait sourire. Parce qu'on voit très bien que dans notre pays, il y a un état d'impuissance qui est total depuis une quarantaine d'années, avec des discours qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire très volontaires, très structurés, intéressants, qui sont dits par des gens qui ont les compétences et les qualités pour les prononcer, mais que derrière, il se passe rien. Ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Il y a le problème de la police, il est multifactoriel, mais il y a déjà un vrai problème, je pense, d'impuissance. Qui vient notamment de ce manque de moyens ? Alors, le manque de moyens, il est plus que récurrent, mais quand vous faites rien pendant 50 ans, évidemment, quand vous vous réveillez 50 ans après... Il faut un peu de temps pour que les choses soient alignées avec la volonté politique. Moi, je suis avocat et je vois que la difficulté dans la magistrature est encore pire que dans la police, mais je crois que ce n'est pas qu'un manque de moyens, c'est qu'on n'a pas les outils législatifs pour intervenir. Ce que disait Pierre Martinet quand il parlait de ce volet judiciaire aussi et pénal qui est très important. Il est tout à fait d'accord avec lui. Une réaction. Oui, sur le terrorisme, le risque que l'on connaissait il y a 10 ans avec les attentats de novembre 2015, il est au moins aussi important aujourd'hui. Si vous voulez, la France
elle était et elle est restée une cible en raison de ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on est un pays de liberté, liberté sexuelle, liberté de religion, liberté d'expression. On est aussi un pays d'égalité entre l'homme et la femme. Tout ça, ça suffit à ce que la propagande toujours dans le viseur, bien vous sûr. désigne évidemment comme un État islamophobe. Donc c'est le prétexte pour que vous soyez une cible du terrorisme. La police, elle travaille sur les risques d'attentats pour déjouer des projets d'attentats. Mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas total et parfait dans la mesure où le terrorisme, il a changé d'aspect. Il ne vise plus les attentats d'ampleur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à nous faire un 11 septembre, mais en revanche, c'est à travers la stratégie dite des mille entailles qu'il vise des actions répétées, des petits coups portés à l'Occident, notamment à la France, pour nous tuer à petit feu. Et pour faire ça, il passe par les mineurs, il passe par les gens qui ont des troubles psychiatriques, il passe par des fusibles qu'ils utilisent pour servir une cause globale. Et c'est ce qui fait que c'est très compliqué à prendre en compte pour le renseignement. Et à anticiper, parce qu'ils évidemment. ne sont pas dans le spectre de vigilance de la DGSI. Justement, Pierre Martinet, vous confirmez ces affirmations selon lesquelles le risque terroriste est toujours très élevé et il est évident que ça doit être une priorité du préfet de police de Paris? Alors, ça tombe bien parce que je baigne dedans depuis des décennies, hein, notamment quand j'étais au service action de la DGSE, où j'ai travaillé essentiellement sur le terrorisme, et depuis quelque temps, je fais pas mal de conférences sur ce sujet-là. Et effectivement, le terrorisme n'est qu'un moyen d'imposer une politique ou bien une idéologie. Le terrorisme, il y a plusieurs formes de terrorisme aujourd'hui, urbain ou rural. Hein. Dans quelques jours, on va commémorer, rendre hommage aux victimes du 13 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 13 novembre? Je vais dire que sur le plan technique, il y a eu une adaptation de certaines unités d'intervention qui sont capables d'intervenir rapidement. Il y a eu depuis quelques années une redéfinition de l'intervention sur le plan national avec des antennes GIGN, des antennes RAID, etc., etc. Ils sont prépositionnés partout en France. On est capable d'intervenir rapidement. Cependant, le terrorisme, c'est l'acte violent du projet global. Le projet global, c'est un projet islamique qui a démarré il y a très longtemps et il s'est, comment dirais-je, matérialisé par de gros attentats comme le 11 septembre, comme le 13 novembre, comme bien d'autres. Hein. Je pense à Madrid aussi le 11 mars dans les trains, qui a fait plus de 200 morts. Cependant, ce terrorisme-là, il est alimenté par une idéologie, et cette idéologie-là, c'est des revendications religieuses du quotidien. Cette idéologie-là, personne n'ose vraiment la stopper ou l'attaquer à sa racine. Tout à l'heure, j'entendais parler de rapports, mais des rapports, j'en ai 4 sur mon bureau. Ça fait des années que je lis ces rapports, notamment le fameux rapport sur les frères musulmans qui a été rendu public, comment dirais-je, qui ne devait pas l'être. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il ne s'est rien passé. J'ai des rapports qui datent de 2015, 2018, 2020, 2025. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que s'attaquer à une idéologie, ça demande des mesures qui sont très compliquées à mettre en œuvre, qui sont possibles, mais qui auraient des répercussions énormes dans les rues françaises, et on aurait encore plus de victimisation de la part d'une partie du monde musulman, parce que ça fait partie aussi de la stratégie, la victimisation de la stratégie des frères musulmans, et il y aurait des répercussions, et encore une fois, on se retrouverait face à des attentats ou des heurts intercommunautaires. Donc c'est très compliqué, il faut une volonté politique de chaque instant et la main ferme pour dire cette idéologie-là, on va la stopper. Merci d'avoir soulevé la complexité, en effet, de ce sujet et de nous avoir rappelé à quel point il était difficile de régler cette question malgré une volonté politique affichée, et ce depuis des années. Je pense que vous allez me répondre la même chose sur l'autre priorité absolue qui a été annoncée par Laurent Nunez, la reconduite des étrangers qui menacent l'ordre public et piétinent les fondements de notre République. Là aussi, c'est une évidence absolue et partagée. Oui, mais c'est une... D'ailleurs, pardon, mais je crois que c'est une prérogative plutôt du ministère de l'Intérieur que celle du préfet de police de Paris, non? C'est surtout quelque chose sur lequel on est absolument démunis sur le plan législatif. Donc encore une fois, c'est du côté législatif, judiciaire et pénal. Déjà, il y a pratiquement plus d'interdictions du territoire qui sont prononcées contre les délinquants, puisque la double peine avait été annulée par Nicolas Sarkozy après avoir vu un film, ça l'avait choqué, il l'avait interdit. Et résultat des courses, on n'a pas d'outils juridiques pour lutter contre l'immigration illégale. Quand vous allez dans n'importe quel pays dans le monde, quand vous arrivez dans ce pays et que vous n'avez pas de papier, vous êtes condamné à des peines de prison ferme extrêmement sévères. En France, quand vous arrivez de façon illégale sur le territoire français, il ne se passe rien.
Là, il parle quand même de personnes qui menacent l'ordre public ou qui piétinent les fondements de notre République. Pas nécessairement d'immigration illégale. En tout cas, pas exclusivement d'immigration illégale. En tout cas, on a identifié depuis plusieurs années les gens qui posaient problème sur le territoire français et on est absolument incapable de les expulser. Et si on n'est pas capable de les expulser, il faudrait que notre système législatif soit créatif et peut-être adopte des mesures qui sont maintenant aujourd'hui radicales. Pour faire en sorte que ceux qui ne veulent pas repartir soient contraints, soient forcés de repartir. Et là-dessus, vous n'avez aucune proposition. Moi, je n'entends rien. Je n'entends rien. Alors qu'il y a des solutions. Il y a des solutions pour les faire partir, mais elles ne font pas... Un arsenal législatif créatif, c'est ce que vous proposez. Créatif, la difficulté, si vous voulez, c'est que quand vous ne réglez pas les problèmes en temps et en heure... Ils s'accumulent. Ils s'accumulent et ils deviennent pratiquement insurmontables. Et pour les régler, il faut être radical. Cette radicalité, elle n'est pas conforme à nos lois. Elle n'est pas conforme à notre Constitution, elle n'est pas conforme à nos valeurs. Parce qu'on n'a pas fait les choses à temps ? Mais parce qu'il aurait fallu s'adapter au fur et à mesure aux difficultés qu'on voyait. Ce qu'on n'a pas fait. Mais comme on est dans un déni collectif depuis 50 ans sur ce qu'est notre pays, ce qu'il va devenir, on n'a pas pris les mesures qu'il fallait. Le ministre a également demandé à Patrice Faure de décloisonner la direction de la police judiciaire de la préfecture de police et la direction de la sûreté de proximité de l'agglomération parisienne. Je n'ai rien compris. Je pense que ceux qui nous écoutent non plus. J'ai besoin de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, tout ce que je peux vous faire, c'est une hypothèse pour effectivement essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire par ces propos-là. Décloisonner. Voilà, la DESPAP, c'est de la sécurité publique. Donc vous avez à la fois des effectifs de voie publique, de terrain, puis des enquêteurs, qui font de la police judiciaire. Ce qui se passe, c'est que puisqu'on est en manque d'effectifs sur la voie publique, il est ce que vous nous rappeliez tout à l'heure, il n'est pas rare de venir prélever des agents qui font du judiciaire pour les mettre sur des missions de voie publique. Les fameux trous dans la raquette. Donc on les sort de leur mission première, et puis accessoirement, pendant qu'ils font ça, ils ne font plus leur dossier, et donc ça n'avance pas et ça contribue à cet engorgement du système. Donc de ce point de vue-là, si l'idée c'est de séparer les deux pour que chacun reste dans son corps de métier, pourquoi pas ? Mais attention aux dérives, c'est-à-dire qu'il y a tout de même une voie publique, des effectifs de voie publique qui nourrissent l'investigation, qui donnent les informations. Je pense notamment au BAC qui vont renseigner les enquêteurs. Donc si jamais on commence à séparer les deux, il faut veiller à ce que l'information ne se perde pas. Et circule correctement, oui, tout à fait. Autre point, il ne faut pas que ce soit dans le but d'utiliser ces agents donc, dans le judiciaire pour venir créer ce qu'on appelle des task force. C'est-à-dire que quand vous avez un commissariat avec un contentieux de masse qui est complètement énorme, saturé, où les gens sont noyés sous les dossiers, alors vous mettez en local, en ponctuel, des renforts que vous êtes venus prélever ailleurs. Ça ne règle rien sur le fond. Ça permet de dire, regardez, dans ce commissariat, on a baissé le nombre de dossiers. Oui, mais on n'a rien réglé au fond. Donc la vraie seule solution pour la police nationale qui souffre d'une carence en ressources humaines, c'est d'embaucher ? C'est un recrutement massif et c'est de revaloriser l'investigation, justement, qui ne fait plus envie à personne, qui a envie de faire plus d'heures, d'avoir plus de responsabilités que les autres, d'avoir un effort de formation initiale, continu, de risquer des sanctions administratives même au niveau de la justice, et ça ne se retrouve absolument pas sur leur fiche de paye ni dans leur évolution de carrière. Nous, ce qu'on demande, c'est un concours dédié pour ces gens-là, c'est ça, qui sortent d'un bloc OPJ avec un niveau Bac plus 2 qui est reconnu par l'éducation nationale, quand le flic de base sort de son école de gardien de la paix avec un niveau Bac, mais pourtant, ils ont le même déroulement de carrière, ça ne se retrouve pas dans leur paye. Donc il faut qu'il y ait cette revalorisation pour donner envie aux collègues de venir, sinon le désamour de cette filière va finir par tuer complètement l'investigation. Vous l'avez dit, il va falloir une poigne de fer pour réussir à mener ces sujets et relever ces défis importants. Pierre Martinet, reste à savoir la méthode que va choisir Patrice Faure. On dit que c'est un fidèle d'Emmanuel Macron, un pur produit de la méritocratie, qu'il est un grand commis de l'État, qu'il a un tropisme ultramarin, il était directeur du cabinet du président de la République, il est connu pour être un préfet à Poigne. Dans le Morbihan, il avait livré une lutte sans merci contre l'insécurité routière. En Nouvelle-Calédonie, il a participé à une forme d'apaisement. Est-ce que vous êtes rassuré sur la capacité de cet homme, de ce nouveau préfet de police de Paris, à avoir les reins suffisamment solides ? Alors moi, j'ai aucun a priori et j'ai aucune inquiétude sur l'individu qui a un profil et un parcours en parfaite adéquation avec la mission qu'on lui transmet, qu'on lui donne. Et je rejoins... excusez-moi, j'ai oublié son nom, le maître, l'avocat qui est sur le plateau, c'est que ça fait 50 ans qu'il ne se passe pas grand-chose, ça fait 50 ans que nous sommes
confrontés à cette insécurité grandissante et surtout au risque terrorisme qui a eu de cesse d'augmenter. Hein. On s'est aperçu en 1995 qu'il pouvait y avoir des terroristes français qui s'attaquent à la France. En l'occurrence, c'était Khaled Kelkal. Et depuis, on a essayé de mettre la poussière sur le tapis et de ne pas voir l'augmentation de ce danger islamiste avec cette immigration qui est incessante. Et il y a beaucoup de bonne volonté, pour répondre concrètement à votre question, il y a beaucoup de bonne volonté, mais il doit y avoir, ça doit être un continuum et tout le monde doit travailler dans le même sens et avec le même objectif. Et effectivement, si derrière il y a des arrestations et qu'ils sont remis en liberté le lendemain ou le surlendemain, ça décourage les policiers. Pour compléter ce qui était dit il y a un instant, c'est que effectivement, il faut redonner envie aux policiers de venir faire de la police, de l'investigation, mais aussi de la sécurité sur la voie publique. Mais quand on voit comment les policiers sont traités et quand on voit qu'il y a un policier qui est traîné aux assises dans quelques temps, je suis désolé, mais aujourd'hui, avec du recul, c'est le dernier métier que je ferai en France. Hein. Je le ferai aux États-Unis ou ailleurs. Mais en France, ils sont traités comme des moins que rien et moins bien que les prévenus. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. C'est une philosophie qu'il faut changer. C'est un état d'esprit qu'il faut changer. C'est pas que des moyens humains ou techniques ou financiers. C'est aussi une idéologie qu'il faut remettre en place et remettre le policier au centre au début de la chaîne sécuritaire. Et c'est un élément très important. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il n'est pas très considéré. Vous avez parlé du nécessaire travail d'équipe, vous avez parlé aussi de la nécessaire revalorisation du métier. Benjamin Cambolive, pour revenir sur le profil du nouveau préfet de police de Paris, ce n'est pas un inconnu au sein de la préfecture de police de Paris puisqu'il a été directeur de la police générale entre 2016 et 2017. Est-ce que ça aide de connaître la maison? Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Benarou, que c'est une maison particulière qui a ses propres rouages. Est-ce que pour vous, c'est rassurant aussi? Ça doit l'être, mais ce qui l'est moins, ce sont les premières annonces, encore une fois, qui se focalisent sur cette augmentation d'effectifs de voie publique, parce qu'on a l'impression qu'on retourne dans les travers des dispositifs sécuritaires renforcés, vous savez, pour le stupéfiant. On va mettre des CRS partout, comme ça... C'est ce qui a été annoncé, en tout cas, dans le centre de Paris. Exactement. Mais le problème est le même. Partout où vous augmentez les gens sur le terrain, qu'est-ce qui se passe mécaniquement? Vous augmentez les interpellations, vous augmentez les dossiers à traiter par des enquêteurs déjà noyés. 57% de hausse des interpellations entre janvier et août 2025. Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler de 57% de hausse des enquêteurs en parallèle et de façon cohérente? Donc si on augmente les interpellations, si on augmente les dossiers, mais qu'il n'y a pas d'enquêteurs pour suivre les affaires en parallèle, alors les rouages de la machine de police se grippent et rien n'est présenté à la justice. Ce que vous faites, c'est une action de surface, mais il n'y aura pas de travail de fond. Est-ce que c'est au moins désincitatif, la présence policière sur le terrain? On pense par exemple à ce quartier des Halles. C'est vrai qu'il est aux confins, c'est un vrai nœud gordien, entre le Louvre, Notre-Dame, la station Châtelet et l'arrivée de Chine au BHV. Moi, comme je vis aux Halles, je suis très content d'apprendre qu'il va renforcer la présence de la police dans ce quartier. Mais en réalité, vous pouvez mettre des flics matin, midi et soir dans ce quartier, vous n'allez pas régler le problème de fond. Le problème de fond, il est beaucoup plus profond que ça. Mais si je vous écoute, comme c'est un problème de fond, quelque chose de latent qu'on a laissé pourrir, perdurer, peu importe les mesures qui seront menées, ça ne va pas. Non. Je caricature volontairement. Non, ce que je pense, c'est que si on reste et qu'on continue de fonctionner avec le même logiciel qu'on a depuis 50 ans, on ne fera pas changer les choses. On ne réglera absolument aucun problème. Et aujourd'hui, ce nouveau préfet est très respectable. Il a un profil passionnant, intéressant. Les ministres qu'on a de l'Intérieur sont excellents. Ça n'est pas le problème. On a des policiers aussi qui sont excellents. Et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, il n'y aurait plus de pays. C'est eux qui tiennent le pays à bout de bras. Simplement, donc on a les bons profils aux bons endroits, mais on n'a pas le bon logiciel. Quand vous faites le travail de police et que derrière, il n'y a pas de réponse judiciaire,
il y a quelque chose qui est terrible. Vous n'avez plus envie de travailler. Et les magistrats vous disent, mais c'est pas qu'on ne veut pas donner de réponse judiciaire, c'est que nous n'avons pas les moyens. Bon, et quand vous voyez des fonctionnaires de police se faire tabasser et vous voyez des garçons sortir avec des tiges ou un contrôle judiciaire, eh bien l'autorité policière, enfin les policiers n'ont plus envie de retourner sur le terrain. Donc il y a un discours qu'il faut totalement changer. Aujourd'hui, plus personne n'a peur de la police. Il est là le problème. Alors faire des feuilles de route, c'est bien gentil, mais moi je peux en faire une feuille de route dès demain avec des bonnes intentions, mais tout le monde rigole dans le commissariat. Comment on modifie ce logiciel ? Mais on modifie ce logiciel en s'attaquant profondément aux règles qui nous empêchent d'agir. Et pour s'attaquer aux règles qui nous empêchent d'agir, il faut probablement réformer la Constitution, qui nous empêche de prendre des lois qui sont un petit peu radicales, et il faut peut-être aussi dénoncer certains traités radicales comme, par exemple ? Je ne vais pas les détailler parce que je vais me faire tirer dessus demain matin. Mais il y a des solutions. Moi, j'en discute avec Alliance. Il y a des solutions pour tous les problèmes. Mais c'est vrai qu'il faut être beaucoup plus dur aujourd'hui. Quand on est plus radical et plus créatif sur notre arsenal législatif. Et beaucoup plus sévère. Je veux dire, quand on tape un policier, quand on traîne un policier sur 200 mètres, je suis désolé, on ne peut pas se retrouver dehors dans la rue, aller boire des cafés avec ses copains, c'est pas possible. Et c'est ce qui arrive tous les jours. Le problème, il est vraiment on a vu des ministres qui étaient pleins de bonne volonté et qui n'ont pas pu faire évoluer notre arsenal législatif parce qu'il était anticonstitutionnel. Moi, je dis que s'il est anticonstitutionnel, c'est la Constitution qu'il faut changer la Constitution et changer certains traités de façon à nous redonner les mains libres pour pouvoir intervenir. Parce que nos règles, en réalité, notre code pénal, il est ancien, il a été fait à une autre époque où il y avait d'autres mœurs, où il y avait une autre délinquance qui n'est plus du tout la même, et les dangers d'aujourd'hui, ils sont dramatiques. C'est la société qui brûle aujourd'hui entièrement. Et donc moi je veux bien qu'on fasse des feuilles de route, mais quand vous avez tous les syndicats de police qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent la maison brûle, écoutez, il faut un peu se réveiller, il faut arrêter de dormir et de faire croire aux gens qu'on va régler des problèmes avec des feuilles de route. Il faut changer la loi. Benjamin Cambouis, une réaction. Juste quelques mots sur la nécessité effectivement absolue d'introduire des peines planchers. C'est tout simplement pour garantir une sanction effective en cas d'atteinte à l'intégrité physique des forces de l'ordre, des forces de sécurité intérieure. Les violences volontaires contre un agent de la force publique, ça reste un délit. Autrement dit, même si ça peut monter jusqu'à 20 ans, le quantum de peine, il part de 0 dans un pays où la prison est l'exception. Pourquoi est-ce que la prison est l'exception ? Parce qu'on n'a pas de place de prison. Et pourquoi est-ce que personne ne respecte la police ? Parce que la police, c'est quoi ? C'est juste le lien entre l'infraction de voie publique et la case magistrat. Mais si on n'a pas peur de ce que va dire le magistrat, parce qu'on sait très bien que nous avons très très peu de chances d'aller en prison, alors on ne s'en sort pas. Et comme solution, il y a aussi de voir qu'étant donné que c'est cette surpopulation carcérale, c'est 135% de densité carcérale qui prive le juge de la possibilité de mettre en prison, alors on fait de la place dans les prisons. On a un quart de nos détenus qui sont des détenus étrangers. Déjà, avec des accords bilatéraux, ils pourraient purger leur peine dans leur pays. Il y a un autre quart de nos détenus qui ont des troubles psychiatriques. On les met là pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux qu'ils soient là que dans la rue, parce que ce sont des dangers publics. Mais ils sont censés être dans des établissements psychiatriques fermés, sauf qu'ils sont saturés exactement comme le sont les établissements pénitentiaires, et que donc tout ce qu'on fait, c'est de la gestion de stock. Pardon, mais votre bilan n'est pas très rassurant, enfin. Mais il n'est pas rassurant. Indépendamment de la feuille de route et de la bonne volonté du préfet de police de Paris. Je suis hyper inquiet, et pourtant, j'ai beaucoup de respect pour notre ministre de l'Intérieur et pour le nouveau préfet qui a été désigné. Mais moi, je constate que ça fait 50 ans qu'on ne fait rien. Qu'on ne fait pas, qu'on est dans un déni collectif total et qu'aujourd'hui on a pris un retard considérable et on est dans une société qui s'écroule en réalité. J'ai l'impression que l'ancien préfet, il est dans une maison qui brûle et puis qui réunit ses collaborateurs et qui dit bon, comment on va réorganiser l'espace ? Non mais la maison elle brûle mon ami, il ne s'agit pas de réorganiser l'espace. La maison s'effondre sur nous là. Je veux dire, les fonctionnaires Vous ne pensez pas qu'il le sait ? Et bien sûr qu'il le sait, mais il faut tenir un discours pour quand même motiver les gens et puis pour que les flics ne lâchent pas. Chacun est dans son rôle. Parce que s'ils lâchent, eh bien, il n'y a plus personne. Eh bien, c'est fini. Hein. Merci beaucoup. Un tout dernier mot de la fin, vous avez 30 secondes. Très bien. En fait, le constat, il est simple. Vous avez la population qui augmente, les infractions qui augmentent, la violence qui augmente, et en face, une police qui bosse à effectif constant depuis bientôt 20 ans, depuis 2007, et une justice qui n'a pas les moyens d'enfermer,
parce qu'il n'y a pas de place de prison. Donc on fait tout pour ne pas mettre les gens en prison avec des alternatives aux poursuites, c'est-à-dire qu'on leur colle des stages, des alternatives à l'incarcération, on les met sous bracelet, des rejappages, c'est-à-dire qu'ils repassent devant le JAP si le parc carcéral local eh bien, il est trop rempli. À partir de là, vous ne pouvez pas amener de sanction. Une justice qui ne fait pas peur, une justice qui ne dissuade pas, elle ne peut pas protéger. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents en plateau. Merci beaucoup Pierre Martinet d'avoir été présent avec nous en visio. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. Merci. Après le succès de Coming Out, dans lequel il raconte sa conversion au catholicisme, Mehdi Djahadi revient sur scène avec Couleur Framboise pour évoquer une épreuve tout aussi intime, celle de l'infertilité et du désir d'être père. Un sujet difficile dans lequel il éblouit sur scène, tant par sa sensibilité que par son humour. Je vous propose qu'on regarde ensemble la bande-annonce. Quand j'ai dit à ma mère que dans ce spectacle, j'allais encore aborder un sujet tabou, elle m'a dit « Oh non !» Moi, depuis que je suis enfant, je veux des enfants. Et paradoxalement, j'arrive pas à avoir d'enfants. Je vous appelle pour prendre rendez-vous pour un spermogramme. Voilà, un spermogramme. Pardon, maman. J'ai toujours 3 voix dans ma tête. Musulman, chrétien et athée. Il y a un sujet sur lequel ils sont tous d'accord. Mehdi, pose ça! Oui, l'enfant, dis donc, c'est un acte désordonné. Arrêtez là, vous allez me déconcentrer. On nous donne des conseils en tout genre et je les applique tous. Mange des dattes. Vous collez des gommettes jusqu'à pic plus 7, on stoppe des gommettes! Et on file sous la couette. C'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. Je suis enceinte. Le premier, je vous le souhaite, d'une longue lignée de sarrasins convertis. On fait une fausse couche. J'ai peur qu'elle me quitte. Sèche tes larmes, mon chou, t'es bien plus beau quand tu souris. Les larmes, c'est la première marche sur l'escalier de la déconstruction. 5 semaines. Ya Rabbi. Il est loquace, Dieu. 6 semaines. Merci Seigneur. Il y a tellement d'enfants en manque d'amour dans ce monde. Elle, fait la taille d'une framboise. Que Dieu est grande, Imani. Et quoi de mieux qu'en parler avec lui? Bonsoir Mehdi Djahadi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez cette capacité à explorer l'intime dans vos spectacles, à donner de vous et à vous mettre à nu. Moi, je me demande si c'est pour vous faire du bien, pour nous faire du bien, ou si vous êtes un petit peu suicidaire finalement. C'est pas facile de parler de ce qui touche à notre intimité. Non, c'est vrai. Alors moi, j'ai une petite marotte dans l'écriture qui dit comment l'intime peut rejoindre l'universel, comment je peux, à partir de choses qui me sont arrivées, voir comment ça questionne la société. Et l'idée, c'est pas de faire une thérapie sur scène, mais c'était justement de dégager plein de thèmes vraiment qui sont au cœur de ce qu'on vit. Et c'est vrai que l'infertilité est un sujet de santé publique et ça touchait plein d'autres thèmes, la masculinité, l'écologie, etc. Et du coup, c'est un point de départ pour aller se raconter, mais finalement, ouais, faire du bien, parce que je pense que l'art fait du bien. On dit que beaucoup d'artistes, justement, utilisent leur art pour se soigner, pour guérir, que l'art est cathartique. Est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que ça vous a fait du bien d'écrire ce spectacle? Oui, c'est vrai que dans le processus de création du spectacle, il y a eu une relecture un peu de tout ce qui s'était passé et de cibler les moments où, justement, ça m'avait questionné, ça m'avait attristé, ça m'avait rendu joyeux. Et du coup, il y a eu, par cette relecture, presque un travail, effectivement, de thérapie. Et après, l'idée, c'est avec mon co-auteur d'en faire une matière théâtrale. Mais oui, c'est vrai que ça vient forcément toucher des choses chez nous. Dans votre précédent spectacle, Coming Out, vous parliez de votre conversion de l'islam au catholicisme. Spectacle unanimement salué. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que vous en avez compris pour derrière la construction de ce spectacle Couleur Framboise? Déjà, ça a été une très grande aventure humaine et artistique. J'ai rencontré des milliers de personnes. Il y a eu la nomination au Molière, on a fait l'Olympia. Enfin, c'était vraiment incroyable pour un premier seul en scène. Et puis, je me suis rendu compte, ce qui a un peu nourri aussi l'écriture du deuxième spectacle, c'est qu'il y a vraiment une différence entre l'espace médiatique, l'espace politique et la vie réelle. Et moi, dans mes salles, j'avais la chance, et j'ai la chance, d'avoir des gens de toute confession, de toute classe sociale. Et c'est vrai que je me suis dit, j'aime ça dans mon travail, de pouvoir rassembler, fédérer et qu'on puisse rire, s'émouvoir et réfléchir ensemble. Tout à l'heure, quand on regardait la bande-annonce ensemble, je vous ai dit que je la trouvais très rythmée. Vous m'avez dit c'est normal, c'est parce que quand j'écris, je pense au jazz. C'est-à-dire... Ouais, alors, sur ce spectacle, avec Thibaut Évrard, donc mon co-auteur, on a pensé le spectacle effectivement un peu comme une pièce de jazz avec une introduction, quelque chose de très rythmé, de très enlevé parfois, mais aussi des moments plus graves. Moi, effectivement, je suis pas un humoriste, je viens pas des comédie clubs, je suis vraiment un comédien qui vient du théâtre classique, et c'est vrai que le jazz ça a été un peu une musique qui nous a accompagnés, parce que je voulais que les spectateurs et spectatrices puissent sortir de là en se disant waouh, c'était
rythmé, il y avait un rythme enlevé. Je me suis pas ennuyé parce que parfois le risque c'est de s'ennuyer au théâtre et je voulais surtout pas ça. Je vous confirme qu'on s'ennuie pas une seconde avec vous. Vous aviez dit après Coming Out que vous ne reviendriez pas sur scène tant que vous n'auriez pas une urgence à raconter. Cette urgence, vous l'avez rencontrée, c'est celle d'être père. Parler d'infertilité, je trouve ça courageux. C'était pas très sexy sur le papier. Dire je vais faire un spectacle sur l'infertilité. Non, c'est pas très vendeur. Non, c'est vrai. Et pourtant, le désir d'être père derrière ces sujets qui nous bouleversent, qui touchent le couple, qui touchent l'intime, tout de suite, en effet, ça a une dimension universelle. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement, ça nous concerne tous, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on veuille des enfants, qu'on n'en veuille pas, qu'on veuille des enfants, qu'on n'y arrive pas. En tout cas, la vie est au cœur. Et c'est vrai que moi, j'ai traversé cette épreuve du désir d'enfant, dans mon désir de paternité. Et ça m'a questionné à tellement d'endroits qu'effectivement, je me suis dit, il y a un vrai sujet. On voit qu'il y a une baisse de la natalité qui est quand même assez conséquente. Les chiffres ne vont pas en s'arrangeant. Et c'est vrai que moi, j'avais envie, à travers cette pièce, de justement faire aussi une ode à la vie, à dire que on est partout autour de nous, entouré beaucoup de morts, des conflits autour que ce soit en France, mais aussi la situation géopolitique dans le monde. Et moi, j'avais envie, voilà, de rappeler le miracle que c'était que d'être en vie, et encore plus que celui que c'est que de donner la vie, quoi. Un miracle qu'on mesure peut-être encore plus quand on a un parcours compliqué, notamment ponctué par l'infertilité. Vous évoquez sur scène avec cette sensibilité à fleur de peau tous les rendez-vous médicaux, les espoirs déchus, la douleur, la peur, les fausses couches et les conseils débiles du genre « tu devrais essayer les dates ». Ouais, c'est vrai que alors c'est parfois de la maladresse. On sent que ça part toujours d'une bonne intention chez les gens. L'idée c'est de mettre un peu de pommade, mais ça marche pas toujours. Mais ça accompagne. C'est vrai que chacun dit faut prier tel ou tel saint, faut aller voir tel acupuncteur, faut manger des dates, ou alors des conseils un peu maladroits, mais qui sont plus de l'ordre de la morale. Faut surtout pas faire de la PMA, ou au contraire si. Et en fait, on a été tellement traversés par toutes ces questions qu'on s'est dit tiens, il y a matière aussi à en rire, quoi. Alors justement, comment on apporte de l'humour dans un sujet qui est quand même pour beaucoup de couples synonyme de détresse, de douleur et pour beaucoup aussi d'interrogation, de questionnement perpétuel. Comment est-ce qu'on fait rire ? Ça, c'est la richesse de la langue française, j'ai envie de dire. Moi, je suis un amoureux de Raymond DeVos. C'est lui qui m'a donné l'amour des mots. Et je trouve qu'on a cette beauté de la langue française qui nous permet d'avoir de l'autodérision, d'avoir de la dérision, de prendre un peu de distance sur les choses et de pouvoir trouver le bon mot au bon moment, qui fait qu'à l'unanimité, une salle rit. Je trouve que c'est plus que mon talent d'écriture, c'est la beauté de la langue française qui permet ça, ouais. Quelle humilité. C'est aussi, je trouve, une manière très amusante de décomplexer. C'est-à-dire que c'est une manière aussi de dire, bon, vous n'êtes pas tout seul. Regardez, on est ensemble dans cette salle, on n'a peut-être pas la même histoire, certainement pas le même parcours, mais finalement, ça fait aussi partie de la vie. Vous parliez tout à l'heure d'une ode à la vie, moi je trouve que c'est ça aussi qui est très beau. Ouais, c'est vrai que le spectacle s'adresse vraiment à tout le monde et on a des retours vraiment unanimes, que ce soit des gens très jeunes ou des gens plus âgés, et c'est vrai que ça libère une parole. Il y a des spectateurs qui sortent de là en me disant ma mère m'a appris à la suite de ton spectacle qu'elle avait eu 3 grossesses arrêtées naturellement avant de m'avoir. Nous, ça fait 4 ans qu'on essaye. Un gars qui sort qui m'attend à la sortie du spectacle et qui me dit moi j'ai un rendez-vous pour un spermogramme la semaine prochaine, ça m'a fait du bien d'en rire un peu, de savoir comment ça. Je suis rassuré, ou au contraire j'ai eu un spermogramme et j'ai vécu un peu une humiliation et j'ai pas pu en parler, du coup merci d'en parler. Donc c'est vrai que ça, encore une fois, comme on est tous confrontés à la vie, le spectacle parle à tout le monde parce qu'il ne parle que de ça finalement. On dit rire, on dit l'humour, on dit faire des blagues. Moi, ce que je trouve très beau, c'est la palette du rire. Je trouve que dans votre spectacle, on peut rire de manière très différente. On peut sourire, on peut rire justement de la construction d'une phrase, du bon mot, et on peut rire parfois jaune, on peut rire de toutes les couleurs. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ouais, là aussi, c'est la puissance du rire, quoi. Moi, j'aime bien l'expression qui dit, rire avec, faire attention quand on rit d'eux, voir comment ça peut blesser les personnes. Je suis très attaché à la liberté d'expression, mais justement, comment arriver à faire rire tout le monde sur des sujets
sujet aussi sensible. Après Coming Out, où j'ai réussi à faire rire jusqu'au fin fond des prisons françaises certains détenus, je me suis dit, j'ai réussi à faire rire avec le sujet le plus tabou en France. Oui, on va y arriver avec c'est peut-être le sujet le plus intime, qui est celui de la sexualité, qui est celui de la masculinité. Oui, on est dans une période où les hommes, aussi assument leur vulnérabilité, essaient de se remettre en question aussi sur leurs privilèges, sur cette espèce de domination, de puissance, et plutôt que de laisser des discours parfois un peu extrêmes, un peu caricaturaux, moi j'avais envie, avec la questionner de manière intime. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Je crois qu'on peut profondément rire de tout. En tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience. Et je crois qu'on est, là encore une fois, dans un pays qui permet de pouvoir rire de tout. On a de la chance. Maintenant, le curseur, c'est juste... Oui, à quel moment vraiment ça blesse l'autre, et donc dans ces cas-là, peut-être que je vais... Ça, c'est le rire d'eux dont vous nous parliez tout à l'heure. Qui est là pour faire mal, pour blesser. Mais effectivement, la chance, c'est vraiment une chance, une exception française. Sur scène, je fais parler mes 3 voix. Je viens d'un héritage musulman, j'ai un héritage chrétien, j'ai une voix toujours un peu athée, rationnelle, qui est un peu là. Et elles discutent, elles ne sont pas d'accord entre elles, mais c'est aussi un peu à l'image de la France, où parfois, j'ai envie de dire, quand on se regarde, on se désole, mais quand on regarde les autres, on se console. Et j'avais envie vraiment de dire, mais rappelons-nous que c'est une chance que d'être en France, d'avoir cette diversité culturelle. Et parlons-nous, du coup. Et parlons-nous, justement, parce que c'est pas le cas de partout. Les voix dans votre tête. Oui, c'est ça, il faut se parler. Elle se parle beaucoup. Là, elle me parle. J'ai peur. Vous racontez aussi les déclarations de ceux que vous avez croisés dans ce parcours, le prêtre, le médecin. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce parcours du combattant ? C'est les rencontres aussi ? Ouais, c'est tout un tas de rencontres, amicales, sociales, familiales, le corps médical aussi, et puis le corps spirituel, c'est vrai, entre un imam, un prêtre, un moine au fin fond de la Chartreuse qui me dit une phrase. Oui, parce que vous avez fait un pèlerinage tout particulier avec votre femme, une sorte de mise au vert. Ouais, c'est ça, nous on a décidé de partir marcher après tant d'années d'échecs et de douleurs et de souffrances. On est parti marcher 1500 km, ce qui nous a reconnectés déjà l'un à l'autre, ce qui nous a reconnectés aussi avec la nature, parce que c'est bien beau de toujours avoir un discours un peu écolo, théorique, mais là, d'être au cœur de la nature, ça nous a vraiment fait énormément de bien. Et puis, là encore, on a marché de Vézelay jusqu'à Assise, on s'est rendu compte aussi qu'on avait la chance de vivre dans un pays qui est magnifique. Ouais. Ça a été beaucoup d'émotions, de revivre aussi ces moments. C'est-à-dire que vous les avez vécus une première fois, par exemple avec votre compagne quand vous avez fait ce pèlerinage et cette mise au vert, là, de le revivre en écrivant, puis ensuite sur scène, à chaque fois que vous vous produisez. Il y a encore 1 ou 2 moments sur scène où je sors presque du personnage, où ça me rappelle parfois des moments qu'on a pu vivre, notamment dans les moments de douleur des grossesses arrêtées. Mais surtout, je pense que là, ça rejoint ce qu'on disait au tout début, de l'intime qui rejoint l'universel. Aujourd'hui, je suis parrain du mois de sensibilisation à l'infertilité, qui est un mois avec des webinaires, des conférences, énormément de spectacles, et justement de voir que l'art peut aussi être ces endroits où on peut aller questionner la société, puis faire prendre conscience, faire avancer les choses. Là, dans ce cas-là, l'intime est peut-être un peu plus en retrait et c'est plus l'art qui prend le relais. Une dernière question, vous avez parlé de la foi qui était encore présente dans ce spectacle. Quel est votre rapport à Dieu aujourd'hui ? Comment est-ce que vous le définiriez si vous deviez le définir ? C'est pas facile comme question. C'est pas facile, vous avez 2 heures ? Ouais, j'en ai 4. Non, vous avez 1 minute et 7 secondes. Parfait, en 1 minute et 7 secondes, mon rapport à la foi, non, je pense que... Et là aussi, c'est l'expérience de Coming Out. Je suis quelqu'un de profondément croyant, mais que serait la foi sans le doute ? Donc j'essaie toujours de remettre en question, de re-questionner pour mieux rechoisir. Mais là encore, surtout, d'avoir... c'est un peu un discours qui n'est pas dans l'air du temps, de dire que je crois profondément à ce que chaque personne a une spiritualité profonde et j'aime bien aller questionner et voir qu'est-ce qui nourrit les personnes, et c'est ça qui me nourrit, et je pense que j'ai plus foi effectivement en l'humain, et après moi dans mes convictions profondes, oui, je suis quelqu'un de très croyant, j'essaye d'être spirituel et ma spiritualité c'est de m'ouvrir aux autres. Et il y a une vraie lumière quand vous... C'est beau ce que vous dites. Beaucoup moins qu'1 minute 7. Incroyable, très impressionnant. Merci beaucoup Mehdi Djihadi. Il faut que vous nous rappeliez les dates de votre présence sur scène pour ce spectacle Couleur Framboise. Tous les mercredis et jeudis à 19h au studio des Champs-Élysées. Et puis j'invite aussi toutes et tous à regarder sur le site du collectif BAMP. Il y a tout un tas de propositions pour ce mois de sensibilisation à l'infertilité. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. C'était un plaisir de vous recevoir pour ce spectacle à fleur de peau magnifique sur l'infertilité Couleur Framboise. Merci Mehdi Djihadi, à bientôt. Et on passe tout de suite à l'art de vivre.
Madame Figaro réussit encore à nous réunir pour une expérience beauté et bien-être dans l'écrin de l'atelier Richelieu. L'expérience Feel Good revient pour une 3e édition les 14 et 15 novembre et promet une pause beauté à la pointe des tendances. Talk, workshop, soins d'exception, sport, tout est réuni pour s'informer et passer un moment délicieux de partage. On va en parler avec vous, Justine Feutry. Merci beaucoup. Vous êtes chef de rubrique beauté pour le magazine et pour le web chez Madame Figaro. C'est déjà la 3e édition de Feel Good et le succès ne cesse de se confirmer. On peut dresser un bilan rapide de ces 2 premières éditions? Oui, alors on est ravis déjà de refaire cette 3e édition. On a en cumulé près de 2600 personnes qui sont passées sur ces 2 premières années. Et on sait déjà que la 3e devrait être un beau succès parce qu'on a déjà vendu tous nos passes premium. Donc génial. On est fiers. Et l'idée, c'est vraiment de garder cette idée de proximité, d'échange entre nos lectrices, les marques et la rédaction. Donc vraiment les mettre au cœur de cet univers holistique, du bien-être et de la beauté à travers tous ces vecteurs. Ça peut être justement du soin, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi de la nutrition, du sport. Voilà, on a essayé vraiment de couvrir un éventail très large parce que pour nous aujourd'hui, la beauté passe par le bien-être et le bien-être, il s'inscrit dans tellement de domaines que c'est important de justement proposer tout ça à nos lectrices. Et vous avez décidé de rester dans l'écrin qu'est l'atelier Richelieu pour cette 3e édition, qui se déroulera donc, on le rappelle, les 14 et 15 novembre. 2 jours qui sont vraiment consacrés au fait de prendre soin de soi. Et ça passe, vous l'avez rappelé, par des verticales très différentes qui se croisent, qui s'entremêlent. La beauté, le soin. Vous avez utilisé un mot que je trouve très intéressant. Vous avez dit c'est holistique. Ça touche toutes les composantes et c'est ce que recherchent aujourd'hui les lectrices de Madame Figaro, les femmes en général. Oui, complètement. On a vu là, surtout depuis le confinement, je pense un vrai essor en fait de l'art, du besoin de prendre soin de soi, mais aussi justement de trouver la réponse qui convient à chacune. Et ça, c'est très important. On a vu aujourd'hui qu'on ne peut pas servir quelque chose de tout, d'un kit prêt comme ça, de beauté ou de bien-être. On recherche la personnalisation. Exactement. La personnalisation, le sur-mesure. Ça, c'est vraiment des mots qui reviennent beaucoup de la part de nos lectrices quand on a eu les retours sur les 2 premières années. Elles ont apprécié ça et c'est vraiment quelque chose qu'on a encore travaillé cette année avec la rédaction pour proposer des expériences exclusives qu'elles ne trouveront pas ailleurs. Et voilà, c'est vraiment ça. Et ça se prend, justement, ça se traduit sur des cours. Si quelqu'un est vraiment dans le Pilate et va chercher une expérience, on a vraiment les expertes avec Constance de Champré. On a aussi Natasha Andrews qui vient de sortir un livre et qui viendra aussi faire un cours de yoga, qui a cette approche aussi très holistique. On va avoir tout un travail sur le breathwork, la respiration. Ça, c'est vraiment des axes très différents. On a à la fois des lectrices très confirmées, mais aussi d'autres qui viennent découvrir ça. Et je trouve que ça, c'est aussi très important, c'est de pouvoir rester accessible et de répondre aux attentes aussi bien de nos lectrices qui sont très passionnées et très informées. Ça, c'est aussi un retour qu'on a eu des marques. Ça, c'est vrai que c'est aussi un des marqueurs très importants de ces nouvelles tendances. C'est que les femmes sont de plus en plus pointues. Elles savent ce qu'elles veulent. Vous avez parlé de la personnalisation, des nouvelles techniques. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a des confirmations scientifiques de l'impact de nos modes de vie sur la beauté, complètement, sur le bien-être. Et donc derrière, vous avez raison de parler de ces compositions holistiques, puisque évidemment, on va chercher à se faire du bien, mais à la tête, au corps, et derrière, ça rejaillit sur tout un tas de choses. C'est par exemple pour ça aussi qu'on a convié cette année la marque Neurae, qui travaille vraiment sur les neurosciences et sur l'impact en fait du bien-être sur l'état de notre peau. Et ça, je pense qu'on va le travailler aussi bien via la cosmétique que par justement toutes ces activités de bien-être qu'on va choisir. L'idée, c'est aussi évidemment de parler des nouvelles tendances, parmi lesquelles il y en a beaucoup. La beauté coréenne, le neurosoin, vous venez d'en parler, le lift technologique. Vous qui baignez dedans, comment est-ce qu'on identifie les nouvelles tendances? Parce qu'il y en a tellement. Alors il y a tellement effectivement de nouvelles tendances. Alors nous, c'est évidemment les marques qui nous en parlent, c'est les réseaux sociaux, c'est aussi nos lectrices qui nous en parlent, qui nous questionnent. Nous, l'intérêt, c'est qu'on est amené à fréquenter tellement de gens différents qu'on a aussi justement une sorte de benchmark un peu large. Quel panel? Voilà, exactement, un panel très 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 poussé. C'est vrai que la beauté coréenne, on ne peut pas y échapper, ça vraiment. Mais je crois que c'est même au-delà de la beauté, c'est-à-dire que le phénomène, de la K-pop, etc. Bien sûr, c'est un outil de soft power coréen. Exactement. Même mes fils sont dedans, donc on voit qu'il y a une immersion. Mais voilà, la beauté coréenne, justement, on a convié Mine Cosmétique, qui est vraiment une plateforme en fait qui permet justement. C'est une marketplace, non? C'est une marketplace, exactement, qui rassemble plein de marques différentes. Donc ce sera l'occasion justement de tester et de voir aussi cette routine qui peut faire peur aussi parfois, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Et c'est vrai que la française est plutôt l'assise-moi. Mais voilà, c'est intéressant de voir comment on peut
voilà, adopter aussi des rituels étrangers qui justement peuvent être très intéressants pour la peau. Vous dites adopter des rituels, ça c'est aussi évidemment l'intérêt des ateliers et des workshops, c'est de bien comprendre comment on met en place certaines routines, certains gestes, par exemple pour le visage ou d'autres d'ailleurs. Et l'idée c'est de pouvoir le répliquer, le dupliquer à la maison? C'est exactement ça, c'est de piocher un peu des bonnes idées, des conseils. Il faut savoir aussi que la beauté, on entend beaucoup de choses, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup aussi faut faire du tri. Voilà, faut faire du tri. Et je pense que les bons gestes, notamment avec les bonnes facialistes aussi, qui vont apprendre les bons gestes de massage. On a Jeanne Casimir, notamment, qui est une des références du milieu, qui va venir faire un atelier facialiste aussi. Des émotions. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Enfin, je pense vraiment que même un gua sha, aujourd'hui, on le met dans les mains de quelqu'un de lambda qui n'y connaît rien à la beauté. En fait, on peut faire des dégâts aussi, donc c'est très important. On peut se blesser, on peut se faire mal, on peut détruire sa peau. On peut accentuer les rides, et puis ce qui convient à une personne ne convient pas à l'autre. Et ça, c'est très important. Et c'est nous un travail qu'on essaye de faire, évidemment, toutes les semaines dans nos pages. Mais là, on a quelque chose de très concret pendant ces 2 jours. Vous proposez aussi des soins premium qui ont été pris d'assaut. Pourquoi c'est important de se faire du bien? Évidemment, dit comme ça peut paraître un peu bateau, mais pourquoi c'est aussi important de prendre soin de soi? Je pense qu'on est dans un quotidien qui est en accéléré tout le temps. On a peu de temps, même dans la salle de bain. Moi-même, je suis la première à dire j'ai pas le temps, alors que j'ai plein de produits. Et voilà. Et je pense que le fait de sacraliser un moment où on se remet complètement, on se ressource et on s'abandonne finalement aux mains expertes. Et en plus, elles ont souvent le don de nous aider à déconnecter. Et ça, c'est très important. Et je pense que même si on le fait de temps en temps à la maison, sacraliser ce moment et faire confiance à une marque experte qui va vraiment nous aider et nous guider dans cette approche de la beauté et du bien-être, c'est très important. Justement, vous parlez beaucoup de marques. Quelles sont les marques avec lesquelles vous avez décidé de travailler? Surtout, comment est-ce que vous les avez sélectionnées? Alors, on a essayé de faire un équilibre. On a des marques qui sont très fidèles. On a Maybelline ou l'Occitane qui reviennent cette année. On essaye aussi de coller à des thématiques. Par exemple, on parle beaucoup de longévité. Je pense que personne n'est passé à côté de ce terme. On est allé chercher Skin Diligent, qui est une marque vraiment très pointue sur le sujet. Nous, vraiment, notre ambition, c'est à la fois d'aller chercher des marques très ancrées, qui ont déjà fait leurs preuves, mais qui ont parfois des choses aussi à faire redécouvrir, un nouvel univers. Et aller chercher aussi, justement, des marques un peu pionnières, des marques qui sont nouvelles. On a un espace justement où on accompagne des marques qui ont moins de 5 ans et qui vont justement... C'est un peu un incubateur. Exactement, on dit gentiment une pépinière. Oui, tout à fait. Mais on est très contente c'est notre travail aussi d'être un peu prescripteur et d'aider nos lectrices aussi à les guider dans la découverte de nouvelles marques. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais l'idée, c'est aussi de partager, d'échanger avec des professionnels, des personnalités inspirantes. Vous avez parlé de Jeanne Casimir tout à l'heure. Il y a le psychanalyste star Jean-Victor Blanc, Sophia Bassé, l'experte en colorimétrie. Ça aussi, c'est très à la mode. Anna Roy, la sage-femme formidable des réseaux sociaux. Lucia Popa, l'artiste du sourcil. L'idée, c'est vraiment de pouvoir poser des questions qu'on ne peut pas poser d'habitude. Enfin, si, qu'on peut poser aux madames de temps en temps, mais là, d'aller les poser directement à ces expertes et ces experts. Complètement. Et on avait vraiment essayé de couvrir, là vous parliez de Lucia Popa justement, c'est vrai que c'est très important aussi pour nous d'épouser ces tendances. Enfin, le sourcil, c'est un vrai sujet pour tout le monde. C'est un peu l'architecte du visage, comme dirait la maquilleuse Violette. Et je pense que c'est très important effectivement d'aller chercher les meilleurs experts qui vont un peu démocratiser ce sujet et surtout donner des vrais tips. L'idée, c'est vraiment que quand on repart de Feel Good, déjà, on a le sourire, on se sent bien. On est détendu. On est détendu et surtout, on repart avec plein de petits tips comme ça qu'on va réutiliser dans sa salle de bain au quotidien. Pour se faire du bien. Pour se faire du bien. Exactement. Et on peut se retrouver aussi autour d'un café entre amis, par exemple. Il est signé Marlette et Épicure. Là, c'est vraiment le mélange plaisir, gourmandise côté Marlette et Épicure. C'est ces spécialistes des compléments alimentaires. Donc, on vient chercher de la vitalité, on vient chercher ce qui peut nous manquer dans nos apports du quotidien. Ça. Donc, encore une fois, on allie plaisir et bien-être, se faire du bien. Un tout dernier mot, comment est-ce que le pari sera réussi? Qu'est-ce qui vous fera plaisir? Moi, je crois que vraiment, j'ai presque répondu là à l'instant, mais c'est vraiment le sourire en sortant. Et quand on lit les commentaires, parce que beaucoup de lectrices nous ont laissé des commentaires à la fin, parce qu'il y a une petite plateforme, etc. C'est je suis repartie détendue, j'ai vécu une expérience hors du temps, je me suis sentie privilégiée. Et ça, vraiment, c'est des mots, c'est hyper important pour nous. C'est vraiment ce qu'on recherche, c'est leur offrir ce moment un peu dédié pour elles et qu'elles viennent en famille, parce qu'on a beaucoup de mères-filles, d'amis, etc. Bien sûr. C'est d'avoir ce moment où elles ont réussi à avoir un moment pour elles, elles ont réussi à être déconnectées. Et ça, vraiment, c'est le pari. Et si on l'a atteint, c'est parfait.
Et pour les lectrices, c'est l'occasion évidemment d'aller rencontrer les journalistes de Madame Figaro et les experts, ces marques aussi que vous trouvez dans les pages de Madame Figaro au quotidien. Un immense merci, Justine Feutry, d'être venue nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. L'expérience Feel Good, c'est les 14 et 15 novembre prochains à l'atelier Richelieu. On y sera évidemment. Un immense merci, Justine. Merci. À très bientôt. Et puis bon courage parce que je sais que c'est 2 jours qui pulsent un petit peu. Hein. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain dans Bienvenue en Ile-de-France. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle soirée. À demain.